Aux funérailles de mon fils, mon frère a dit, peut-être que c'est bien qu'il soit mort, nous n'avons pas besoin de plus comme lui. Les proches étaient d'accord. Ma fille de 7 ans s'est levée avec un papier taché de sang. Oncle Mike, dois-je lire ce que tu m'as fait promettre de ne pas dire? Le funérarium est devenu silencieux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le salon funéraire était censé être un lieu de silence, de respect, de paix. Au lieu de ça, j'ai regardé ma fille de 7 ans se lever, du sang coulant entre ses doigts, sa petite voix fendant l'air lourd comme du verre brisé. Oncle Mike, est-ce que je devrais lire ce que tu m'as fait promettre de ne pas dire? Toutes les têtes dans la salle comble se sont tournées. Mon frère Mike, debout à côté du cercueil de mon fils dans son costume noir hors de prix, est devenu blanc comme un linge. Le directeur des pompes funèbres s'est figé en plein mouvement. La main de ma mère s'est portée à sa bouche et je suis resté là, paralysé, tandis que Piper brandissait un morceau de papier froissé, taché de rouge par son propre sang. Mon nom est Verina et il y a 3 jours, j'ai perdu mon fils de 12 ans, Garrett. Il s'est noyé au chalet familial au bord du lac, pendant ce qui devait être un week-end de réunion paisible. Mon frère Mike le surveillait, ou du moins c'est ce qu'il prétendait. Maintenant, devant 200 parents et amis, ma fille s'apprêtait à détruire tout ce que je croyais savoir sur cette journée. Garrett était autiste. Pour la plupart des gens, cela le rendait différent, difficile, peut-être même défectueux. Pour moi, il était parfait. Il pouvait vous donner le nom scientifique de chaque oiseau de notre quartier, prédire la pluie à la sensation de l'air, et donner les câlins les plus sincères que vous puissiez recevoir. Quand il vous serrait dans ses bras, il y mettait tout son être, chaque cellule de son corps. Piper était son opposé à bien des égards. Là où Garrett était calme et introverti, elle était audacieuse et explosive. Là où il avait du mal avec le changement, elle embrassait le chaos. Mais il s'aimait avec cette loyauté féroce que seuls des frères et sœurs peuvent comprendre. Elle portait aujourd'hui son bracelet d'amitié fait main, celui avec les perles irrégulières qu'il avait mis 6 heures à enfiler parce que ses mains ne coopéraient pas toujours. Mike venait de finir de dire à tout le monde que la mort de Garrett était peut-être une bénédiction, que nous n'avions pas besoin de plus d'enfants brisés dans le monde, que mon fils, mon magnifique, complexe et courageux fils, était mieux mort. Mes parents, Frank et Dolly, avaient hoché la tête en signe d'approbation, mes tantes et oncles avaient murmuré leur accord. La rage dans ma poitrine était si brûlante que j'ai cru qu'elle allait me consumer les côtes. Mais Piper m'avait devancé. Ma petite fille, debout dans sa robe noire soudainement trop grande pour sa petite silhouette. Ses babies bien plantées sur la moquette épaisse du salon funéraire, faisant face à une salle remplie d'adultes qui pensaient que la vie de son frère valait moins que la leur. Garrett n'était pas brisé, dit-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. Il m'a sauvé d'oncle Mike, et je peux le prouver. La note dans sa main tremblait, mais ses yeux restaient rivés sur le visage de Mike. Je n'avais jamais vu mon frère avoir peur auparavant. Pas quand il avait été diplômé major de sa promotion en droit. Pas quand il avait épousé Shonda Handa devant 500 invités. Pas même quand il m'avait appelé il y a 3 jours pour me dire que Garrett s'était noyé. Mais il avait peur maintenant. Le sang de la paume de Piper avait commencé à goutter sur la moquette blanche. Elle avait serré quelque chose à l'intérieur de ce papier, quelque chose d'assez tranchant pour couper la peau, quelque chose d'assez important pour saigner. Le directeur des pompes funèbres commença à se diriger vers elle, mais je trouvai enfin ma voix. Laissez-la parler. Ces 3 mots ont tout changé. Mike recula du cercueil. Sa femme, Shonda Handa, attrapa leurs 3 enfants et les serra contre elle. Mon père se leva, son visage passant par la confusion, la colère et quelque chose qui ressemblait à une horreur naissante. « Verina, ce n'est pas le moment », murmura ma mère, Dolly, mais sa voix vacillait. Elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas avec Mike. Les mères savent toujours, même quand elles choisissent de ne pas voir. « Et quel est le bon moment, maman ?» Je me suis levé pour me tenir à côté de Piper. « Quand on enterrera un autre enfant ? Quand Mike décidera que quelqu'un d'autre ne mérite pas de vivre ? » La pièce était devenue une cocotte-minute. Les parents chuchotaient frénétiquement. Quelqu'un au fond a commencé à enregistrer avec son téléphone. Le directeur des pompes funèbres se tordait les mains, manifestement non préparé à cela malgré toutes ces années de gestion du deuil. Piper déplia la note avec une précision méticuleuse, laissant des empreintes digitales sanglantes sur les bords. À l'intérieur, enveloppé dans l'écriture distinctive de Garrett, se trouvait un petit morceau de métal, un bouton de la veste de Mike, celui avec l'emblème distinctif de son cabinet d'avocat, un aigle, celui qui avait disparu le jour de la mort de Garrett.
Mon frère a écrit ça le matin de sa mort, annonça Piper. Il savait que quelque chose de mal allait arriver. Il le savait parce qu'oncle Mike avait déjà essayé. Mike fit une dernière tentative pour reprendre le contrôle. Elle est traumatisée, confuse. Les enfants inventent des choses quand ils sont en deuil. Mais Piper, ma fille guerrière, esquissa simplement le plus triste sourire que j'ai jamais vu sur un visage de 7 ans. Garrett a dit que tu dirais ça. C'est pour ça qu'il m'a dit de garder le bouton que tu as perdu quand tu le maintenais sous l'eau. Il t'a mordu la main et l'a attrapé pendant que tu le noyais. Il l'a caché dans sa poche. Il me l'a donné avant que tu l'emmènes au lac cette dernière fois. Le salon funéraire a sombré dans le chaos, but tout ce que je pouvais entendre, c'était la voix de mon fils dans ma tête. La dernière chose qu'il m'avait dite ce matin-là, « Maman, s'il m'arrive quelque chose, souviens-toi que j'ai été courageux. Souviens-toi que je l'ai protégé. Souviens-toi que je ne suis pas brisé. » Je n'avais pas compris à ce moment-là. Je comprenais maintenant. Le matin des funérailles de Garrett est arrivé, enveloppé dans un brouillard si épais que je ne pouvais pas voir la maison du voisin. Je me tenais dans ma chambre à 6 heures du matin, déjà habillé, regardant Piper dormir dans mon lit, où elle restait depuis la mort de Garrett. Elle avait refusé de dormir dans sa propre chambre, disant que c'était trop calme sans entendre le fredonnement de Garrett à travers le mur. Il fredonnait toujours les 3 mêmes notes en boucle quand il était heureux. Un son qui rendait les visiteurs fous mais qui était devenu la bande-son de notre maison. Maman ? Les yeux de Piper s'entr'ouvrirent. Est-ce que je suis obligé de porter la robe qui gratte ? Juste pour quelques heures, mon cœur. Je me suis assise au bord du lit, lissant ses cheveux emmêlés. Ensuite, on pourra rentrer et mettre nos pyjamas. Garrett détestait les vêtements qui grattent. Sa lèvre inférieure tremblait. Tu te souviens comment il ne portait que ses 4 t-shirts de dinosaures ? Je me souvenais. Mon Dieu, je me souvenais de tout. La façon dont il triait ses céréales par couleur avant de les manger. Comment il regardait la chaîne météo pendant exactement 43 minutes chaque matin. La façon dont il avait découvert que Piper avait peur des orages avant même qu'elle ne le dise à qui que ce soit, et se glissait dans son lit pour lui chanter la chanson du tableau périodique des éléments jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère, Dolly. Nous apportons les panneaux de photos. Mike a proposé de parler. Il a préparé quelque chose de spécial. Spécial. La version de « spécial » de mon frère Mike signifiait généralement s'assurer que tout le monde sache à quel point son cabinet d'avocat était prospère ou comment ses enfants avaient remporté un autre trophée académique. Il n'avait jamais compris Garrett. Jamais essayé. Le Noël dernier, quand Garrett avait fait une crise parce que les lumières du sapin étaient d'une couleur différente de l'année précédente, Mike m'avait pris à part pour suggérer une intervention professionnelle et d'envisager des options de placement à long terme. Il a 12 ans, Mike, lui avais-je dit. Ce n'est pas un problème à résoudre. Sois réaliste, Verina. Que arrivera-t-il quand il aura 20, 30 ans ? Tu ne pourras pas le gérer éternellement. Mais je l'aurais fait. Je l'aurais géré éternellement si cela signifiait entendre ses explications détaillées sur les formations nuageuses une fois de plus. La sonnette a retenti à 7h30. Mike se tenait sur mon porche avec sa femme Shonda Anda et leurs 3 enfants, Michael Jr. 15 ans, en route pour Harvard, Bethany, 13 ans, déjà championne d'État en débat, et Cole, 10 ans, star de son équipe de football. Tout ce que Mike pensait que des enfants devaient être. « Comment tu tiens le coup ?» demanda Shonda Anda, me faisant la bise tout en gardant ses distances. Elle avait toujours agi comme si l'autisme de Garrett pouvait être contagieux, empêchant ses enfants de passer trop de temps avec lui. On gère. J'ai regardé Mike s'agenouiller à côté de Piper dans le salon, lui chuchotant quelque chose qui a fait se tendre ses épaules. « Qu'est-ce que tu lui racontes ?» Je me suis avancé vers eux. Mike se releva avec aisance. Je lui rappelais juste que cette journée sera difficile, et que parfois, quand on est triste, il arrive qu'on se souvienne mal des choses. C'est important de se concentrer sur les bons souvenirs. Piper se serra contre le mur, agrippant quelque chose dans son petit poing. J'aurais dû remarquer la façon dont elle évitait son regard. J'aurais dû voir comment les enfants de Mike échangeaient des regards. Comment Bethany en particulier semblait se recroqueviller lorsque son père lui touchait l'épaule. Le salon funéraire avait été le choix de notre grand-père lorsqu'il est mort il y a 5 ans. Des boiseries d'acajou et des moquettes bordeaux, lourdes de l'odeur des lys et de la cire pour meubles. À 9h30, il était bondé.
Mon père, Frank, se tenait à l'entrée, serrant des mains et acceptant les condoléances avec la même efficacité commerciale qu'il avait utilisée pour gérer sa quincaillerie pendant 40 ans. Un terrible accident, répétait-il à chaque personne. Ces choses arrivent. C'est le plan de Dieu. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu n'avait pas prévu que des garçons de 12 ans se noient dans un mètre d'eau pendant que leur oncle était censé les surveiller. Dieu n'avait pas prévu que des mères reçoivent des appels leur annonçant que le corps de leur fils avait été retrouvé flottant près du quai, son gilet lesté, la seule chose qui l'aidait à se sentir calme dans l'eau, mystérieusement retirée. J'avais habillé Garrett de son t-shirt de dinosaure préféré, le dos avec le tricératops qu'il avait porté jusqu'à ce qu'il soit presque transparent. Le directeur des pompes funèbres avait suggéré un costume, mais j'avais refusé. Garrett avait porté un costume une seule fois dans sa vie, au mariage de ma cousine, et avait passé toute la réception cachée sous la table des cadeaux, accablé par le col contre son cou. Le cercueil était ouvert, ce contre quoi je m'étais battu, mais j'avais perdu. Ma mère insistait sur le fait que les gens avaient besoin de dire au revoir correctement. Mais cette silhouette immobile et cireuse n'était pas mon fils. Garrett était mouvement et son, un mouvement constant même dans son sommeil, ses doigts tapotant des motifs que lui seul comprenait. Cette immobilité était fausse. C'était tout ce que Garrett n'avait jamais été. Alors que les parents remplissaient les bancs, j'ai entendu les chuchotements commencer sur la façon dont j'allais m'en sortir seul avec Piper. Sur à quel point les 12 dernières années avaient dû être difficiles. Sur la miséricorde de Dieu qui avait pris Garrett avant qu'il ne devienne ingérable. Personne n'a chuchoté sur la façon dont il avait appris à lire seul à 3 ans, hyper concentré sur les livres d'astronomie jusqu'à pouvoir nommer toutes les constellations. Personne n'a mentionné son oreille absolue, ou sa capacité à se souvenir de chaque conversation qu'il avait eue, mot pour mot. Il ne chuchotait pas sur ses mains douces sauvant les scarabées des trottoirs, ou sur le fait qu'il avait passé 6 mois à apprendre à tresser pour pouvoir coiffer Piper quand j'étais malade. Il ne chuchotait que sur ce qu'il ne pouvait pas faire, jamais sur ce qu'il pouvait faire. Le service funèbre a commencé par un hymne que Garrett aurait détesté. Trop de voix chantant faux, l'orgue trop fort, le chaos acoustique qui le faisait se boucher les oreilles et se balancer sur sa chaise. Ma tante Hélène chantait le plus fort, sa voix de soprano chevrotante perçant tout le reste, pensant probablement lui rendre hommage. Elle n'avait jamais baissé la voix une seule fois quand Garrett le lui demandait, n'avait jamais compris que son parfum le rendait physiquement malade, n'avait jamais saisi que ses étreintes surprises ressemblaient à des attaques pour son système nerveux. Le pasteur Williams a parlé du ciel et des anges, de Dieu rappelant ses enfants spéciaux à la maison, des mots génériques qui auraient pu concerner n'importe qui. Il avait rencontré Garrett exactement 2 fois, commentant à chaque fois après coup quelle ampoule il devait être. Je fixais une tache d'humidité au plafond, comptant ses contours pour ne pas hurler. Puis Mike s'est levé. Il s'est dirigé vers le pupitre avec la démarche assurée d'un homme à qui on n'a jamais dit qu'il avait tort. Son costume noir coûtait plus que ce que je gagnais en 1 mois à la bibliothèque. Ses chaussures claquaient contre le sol à un rythme que Garrett aurait trouvé troublant. Tout chez Mike était calculé pour projeter le succès, la normalité, la vie qu'il croyait que tout le monde devrait vouloir. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il, sa voix d'avocat remplissant l'espace. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour nous souvenir de Garrett, mon neveu, qui a fait face à des défis qu'aucun de nous ne peut vraiment comprendre. Ma mère hocha la tête, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Mon père était assis, rigide, les mains jointes, son expression illisible. Garrett était spécial, poursuivit Mike, soulignant le mot d'une manière qui le vidait de toute chaleur. Différent. Il vivait dans un monde que nous ne pouvions pas toujours atteindre. Parlait une langue que nous ne pouvions pas toujours comprendre. Sa mère, ma sœur Verina, a montré une patience extraordinaire pour gérer ses besoins quotidiens, ses crises, ses limitations. Limitation. Garrett pouvait calculer la distance entre les étoiles de tête. Il connaissait les schémas de migration de chaque espèce d'oiseau en Amérique du Nord. Il avait mémorisé tout le plan du réseau de bus parce que Piper avait mentionné vouloir prendre le bus de la ville un jour. Mais bien sûr, parlons de limitation. Comme beaucoup d'entre vous le savent, élever un enfant autiste est extrêmement difficile. Le fardeau financier, le coût émotionnel, le sacrifice d'une vie de famille normale. Verina a renoncé à sa carrière, à sa vie sociale, à ses futures relations, tout ça pour gérer les besoins de Garrett. Je n'avais renoncé à rien. J'avais choisi mon fils, choisi de voir le monde à travers son regard extraordinaire, choisi d'apprendre sa langue au lieu de le forcer à apprendre la mienne. Mais Mike préparait quelque chose. Je pouvais le sentir dans la façon dont il agrippait les bords du pupitre.
La mort est toujours tragique, dit-il, sa voix baissant à ce qu'il pensait probablement être un ton compatissant. Mais parfois, Dieu a un plan que nous ne comprenons pas. Garrett n'allait jamais avoir une vie normale, jamais avoir un travail, une famille, une indépendance. La dure réalité est qu'il serait devenu de plus en plus difficile à gérer en grandissant et en devenant plus fort. Des murmures parcoururent la foule. Certains d'accord, d'autres de choc. J'ai vu ma cousine Janet hocher lentement la tête, se souvenant probablement du Thanksgiving où Garrett s'était caché sous la table parce que quelqu'un avait déplacé son assiette désignée. Ce que je veux dire, continua Mike, et je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est peut-être une bonne chose. Il est mort jeune. Nous n'avons pas besoin de plus d'enfants brisés dans ce monde qui ne peuvent pas contribuer, qui n'auront jamais de vie normale, qui pèsent sur leur famille pendant des décennies. Les mots frappaient comme des coups physiques. Chacun un clou dans ma poitrine. Mon magnifique garçon, qui avait passé des heures à apprendre l'origami pour faire des oiseaux en papier pour les résidents âgés de la maison de retraite où nous étions bénévoles, qui avait remarqué que Madame Chen était toujours assise seule et s'assurait de partager ses crackers avec elle chaque semaine, qui avait créé tout un système de classement pour la banque alimentaire parce qu'il avait remarqué que leur système actuel était inefficace. Ça suffit, Mike. J'ai commencé à me lever, mes jambes tremblant de rage. Mais la main de mon père s'est refermée sur mon poignet, sa poigne de mécanicien toujours forte à 68 ans. Ne fais pas de scène, Verina. Il n'a pas tort. Tu sais, nous nous sommes tous inquiétés pour l'avenir de Garrett. Ma tante Hélène se pencha depuis la rangée derrière. Au moins maintenant, tu peux te concentrer sur Piper. Lui donner une vie normale. Peut-être même trouver un mari sans ce fardeau. Un fardeau ? Mon fils était un fardeau. Vous ne l'avez jamais compris, sifflai-je, essayant de me libérer de l'emprise de mon père. Aucun de vous n'a même essayé. Nous avons bien assez essayé, murmura sèchement ma mère. Les fêtes d'anniversaire qu'il a gâchées avec ses cris. Les vacances où nous devions changer chaque tradition. Marcher sur des œufs dans nos propres maisons. Mike parlait encore, peignant le tableau d'un avenir qui ne serait jamais. Verina peut maintenant reconstruire sa vie. Piper peut avoir une enfance sans être éclipsée par les besoins de son frère. Notre famille peut se réunir sans planifier chaque détail autour des déclencheurs de Garrett. C'est alors que j'ai remarqué que Piper était devenu complètement rigide à côté de moi. Son visage était blanc. Ses petites mains étaient serrées en poings si forts que ses jointures ressemblaient à de minuscules pics montagneux. Elle fixait Mike avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas du chagrin, pas de la tristesse, mais une rage pure et cristallisée. « Arrête », murmura-t-elle, mais sa voix porta dans la pièce silencieuse. Mike s'arrêta, apparemment surpris. « Piper, ma chérie, je sais que c'est difficile à comprendre. Tu mens. » Sa voix était plus forte maintenant. « Tu mens surtout. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Le visage de Mike changea, un éclair de quelque chose de sombre traversa ses traits avant de revenir à une préoccupation de façade. Les enfants gèrent le deuil différemment, dit-il à la foule, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Piper. Peut-être devrions-nous faire une pause. Mais Piper se leva, et c'est là que j'ai vu le rouge s'infiltrer entre ses doigts serrés. Tu n'as plus le droit de mentir sur mon frère. Le sang de Piper gouttait sur la moquette bordeaux en petits cercles parfaits. Elle se tenait là, avec ses 22 kilos, faisant face à une salle pleine d'adultes qui venaient de convenir que la mort de son frère était une bénédiction. Sa robe du dimanche, celle que j'avais repassée si soigneusement ce matin-là, avait une tache rouge qui s'étendait là où elle avait pressé son poing contre son côté. « Piper, assieds-toi. » La voix de Mike avait changé, abandonnant la fausse sympathie pour devenir froide comme le béton en hiver. « Tu es confuse, ma chérie. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé ce matin. » Je me souviens de tout. Piper leva le menton, et pendant un instant, elle ressemblait exactement à Garrett quand il décidait que quelque chose valait la peine de se battre. Tu as dit que si je le disais à quelqu'un, tu ferais en sorte que maman me perde aussi. Tu as dit que personne ne croirait une pauvre petite fille triste plutôt qu'un avocat à succès. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Shonda Anda attrapa le bras de Mike, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans la veste de son costume. De quoi parle-t-elle ? Mike força un rire qui ne trompa personne. Elle est traumatisée. Les enfants créent des fantasmes quand ils ne peuvent pas gérer la perte. Arrête de mentir. Le cri de Piper résonna contre le plafond voûté. Mon frère n'était pas brisé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé d'oncle Mike.
Je me suis levé si vite que l'emprise de mon père n'a pas pu m'arrêter. Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une clarté écœurante. La façon dont Gareth avait supplié de ne pas aller au lac seul avec Mike. Comment il avait essayé de me dire quelque chose ce matin-là mais n'avait pas pu sortir les mots. Il n'arrêtait pas de répéter « Piper en sécurité ». Piper en sécurité en faisant les 100 pas dans sa chambre. « Que as-tu fait ?» Je me suis avancé vers Mike, mais le pasteur Williams s'est interposé. « Calmons-nous tous, dit le pasteur, les mains levées. C'est un lieu de culte. C'est un lieu de vérité, dit Piper, sa voix maintenant stable malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Et la vérité, c'est qu'oncle Mike a fait du mal à Gareth parce que Gareth ne le laissait pas me faire du mal. Ma mère se leva, le visage pâle. « Michael, que raconte cet enfant ?» Elle dit exactement ce que tu penses qu'elle dit, maman. Les mots venaient d'une source inattendue. Bethany, la fille de 13 ans de Mike, se leva de son banc. Papa a fait des choses. Gareth l'a vu. C'est pour ça que papa s'est assuré que Gareth se noie. Le salon funéraire a explosé. Shonda a crié quelque chose à Mike qui s'est perdu dans le chaos. Mon père a lâché mon poignet pour se jeter sur Mike lui-même, 70 ans d'émotion contenue explosant d'un coup. Les gens étaient debout, criaient, des téléphones apparaissaient pour enregistrer le désastre qui se déroulait. Mais Piper n'avait pas fini. Elle a levé son poing ensanglanté plus haut, le papier froissé visible entre ses doigts. Est-ce que je devrais lire ce que Gareth a écrit? Est-ce que je devrais lire ce que tu m'as fait promettre de ne pas dire? La note sur ce qui s'est vraiment passé au lac. Mike a essayé de se diriger vers elle, mais 3 de mes cousins lui ont bloqué le passage. Marcus, qui avait fait 2 missions en Afghanistan, avait l'air prêt à démolir Mike morceau par morceau. Il ment à propos du chalet, a poursuivi Piper, sa voix d'enfant perçant le chaos des adultes. Il n'était pas à l'intérieur quand Gareth s'est noyé. Il était dans l'eau. Gareth a des marques sur les épaules, laissées par les mains d'oncle Mike. Je les ai vues quand maman le préparait pour les funérailles. Des marques de doigts, 10. Je les avais vues. Le directeur des pompes funèbres m'avait posé des questions à leur sujet, et j'avais supposé qu'elles provenaient de quelqu'un qui essayait de le sauver. Mais le motif, ce n'était pas celui d'un sauvetage. Les échymoses étaient positionnés pour pousser vers le bas, pas pour tirer vers le haut. Gareth nous a suivis dans les bois, a déclaré Piper, chaque mot délibéré et clair. Oncle Mike me surveillait tout le week-end. Gareth l'a remarqué. Il remarquait toujours des choses comme ça. Oncle Mike a dit qu'il voulait me montrer un endroit spécial, mais Gareth savait que quelque chose n'allait pas. Mon fils brillant, observateur. Il avait vu ce qu'aucun de nous n'avait voulu voir. Il avait reconnu les schémas d'un prédateur parce que les schémas étaient son langage, sa façon de comprendre le monde. Quand oncle Mike a mis sa main sur ma bouche, Gareth l'a frappé avec un bâton. Pas une seule fois, mais encore et encore, en me criant de courir. Il ne se battait pas bien parce que son corps ne fonctionne pas comme celui des autres. Mais il a essayé. Il a continué d'essayer. Même quand oncle Mike l'a traîné jusqu'au lac. L'image s'est gravée dans mon esprit. Mon fils, qui avait du mal avec la coordination, qui ne pouvait pas attraper une balle ou faire du vélo, se battant contre un homme adulte pour sauver sa sœur. Son courage n'avait rien à voir avec la capacité physique et tout à voir avec l'amour. Je me suis caché dans la salle de bain verrouillée du chalet, a poursuivi Piper. Je les ai entendus sur le quai. Gareth criait mon nom, me disant de rester caché. Puis les cris ont cessé. Quand oncle Mike est revenu, ses vêtements étaient tout mouillés et il lui manquait un bouton de sa veste. Il a dit que si jamais je le disais à quelqu'un, il s'assurerait que tout le monde sache que j'étais une menteuse, tout comme mon frère brisé. Elle a alors ouvert son poing, révélant non seulement le papier taché de sang, mais aussi autre chose. Un bouton avec un emblème d'aigle, le genre que l'on ne trouve que sur les costumes sur mesure de Mike, de son cher tailleur italien. Gareth a mordu la main d'oncle Mike et a arraché ça en se débattant, a dit Piper. Il l'a fourré dans sa poche, même en se noyant. Quand ils l'ont ramené au chalet, quand oncle Mike appelait le 911 en faisant semblant de pleurer, je l'ai pris de la poche de Gareth. Il était encore mouillé, encore froid, mais sa main était fermée si fort autour que j'ai dû forcer pour ouvrir ses doigts. Le salon funéraire était devenu silencieux, à l'exception du bruit de la respiration saccadée de Mike. Il se tenait piégé entre les cousins qui le bloquaient et la réalité qui se refermait de toutes parts. Mon frère est mort en me protégeant, a dit Piper, regardant directement Mike. Il était plus courageux que n'importe qui dans cette pièce. Il valait 1 million de toi.
Piper a soigneusement déplié le papier taché de sang, ses petits doigts tremblants mais déterminés. Le salon funéraire était devenu si silencieux que je pouvais entendre le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête. Le visage de Mike avait pris la couleur du vieux papier, ses yeux allant des sorties aux hommes qui les bloquaient. Mon frère a écrit ça le matin de sa mort, a annoncé Piper, brandissant la note. Il me l'a donnée quand oncle Mike a dit qu'ils allaient à la pêche. Il m'a fait promettre de la cacher, sauf si quelque chose de grave arrivait. Elle a commencé à lire de sa voix claire de fillette de 7 ans, mais les mots appartenaient à Gareth. Chacun d'eux gravés dans mon cœur. Si quelque chose m'arrive, c'est oncle Mike qui l'a fait. Il a dit que Piper est jolie et que quand elle sera plus grande, il veut en faire son ami spécial comme il a essayé avec moi. J'ai dit non et je l'ai poussé quand il m'a mal touché. Il a dit que les enfants brisés comme moi ne devraient pas exister. Il a dit qu'il ferait du mal à Piper si je le disais. J'ai peur. Je t'aime, maman. Je t'aime, Piper. Je ne suis pas brisé. Amour, Gareth. La note tremblait dans ses mains alors qu'elle poursuivait avec sa propre histoire. Gareth a vu oncle Mike me suivre sur le chemin des bois. Il a laissé tomber son livre de dinosaures et a couru après nous. Il détestait les bois parce qu'ils sont trop bruyants, trop d'oiseaux et d'insectes et de feuilles, mais il est venu quand même. Ma mère s'est effondrée sur son banc, la main sur la bouche. Mon père se tenait figé, son visage passant par des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. Oncle Mike avait sa main sur ma bouche, a poursuivi Piper, et son autre main tirait sur ma robe. Gareth l'a frappé avec un gros bâton, juste à la tête. Il y avait du sang. Oncle Mike a lâché prise, et Gareth a continué de le frapper en criant « Cours, Piper, cours, Piper, cours ». Il n'avait jamais crié aussi fort avant. Ça m'a fait mal aux oreilles, mais j'ai couru. Bethany a soudainement repris la parole, la voix tremblante. C'est pour ça que papa avait cette coupure à la tempe. Il a dit qu'il se l'était faite sur le bateau, mais les bateaux ne laissent pas des égratignures comme des marques de bâton. Mike s'est jeté sur sa fille, mais Marcus l'a stoppé net, l'envoyant s'étaler sur le sol du salon funéraire. « Reste à terre », a grogné Marcus. « Ou je vais t'aider à y rester. » Piper n'avait pas terminé. Je me suis enfermé dans la salle de bain du chalet. Je les ai entendus sur le quai. Gareth criait qu'il dirait à tout le monde qu'oncle Mike était méchant, que toucher les enfants était mal. Puis j'ai entendu des éclaboussures. Tellement d'éclaboussures. Et la voix de Gareth est devenue de plus en plus faible jusqu'à disparaître. Elle a brandi le bouton à l'aigle, sa surface dorée attrapant la lumière. Oncle Mike est revenu 20 minutes plus tard. Sa chemise était déchirée ici. Elle a montré sa poitrine. Et il respirait bizarrement. Il a frappé à la porte de la salle de bain et a dit que Gareth avait eu un accident, qu'il était tombé dans l'eau, mais je pouvais voir par le trou de la serrure. Il était tout mouillé, pas seulement ses bras comme s'il avait sorti quelqu'un de l'eau. Tout son corps, comme s'il avait été dans l'eau aussi. Le directeur des pompes funèbres avait appelé le 911. Je pouvais entendre des sirènes au loin se rapprocher. Mike a essayé de se relever, mais Marcus a planté un pied sur sa poitrine. « Il y a plus », a dit Piper, sa voix devenant plus forte. Gareth m'a appris à être observatrice comme lui. À remarquer les schémas. Oncle Mike a un schéma. Il a touché la cousine amie à Noël il y a 2 ans. Elle l'a dit à sa mère, mais personne ne l'a cru. Il a essayé avec Rebecca de l'église, mais elle est plus âgée et l'a repoussée. Il leur a dit ce qu'il m'a dit, que personne ne croit les enfants face aux adultes qui réussissent. La mère d'Amy a eu un hockey au fond de la salle. La famille de Rebecca était assise 3 rangées derrière nous, et j'ai vu Rebecca, maintenant âgée de 16 ans, hocher lentement la tête, des larmes coulant sur son visage. Gareth tenait un carnet, a poursuivi Piper. Il a noté chaque fois qu'oncle Mike a fait quelque chose de mal. Chaque contact bizarre, chaque commentaire étrange, chaque fois qu'il nous a eu seuls. Il est caché dans sa boîte de collection de dinosaures sous son lit. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais le montrer à la police. Shonda s'était mise à sangloter, éloignant ses enfants de Mike. Les soirées pyjama, murmura-t-elle. Toutes ces fois où tu te portais volontaire pour garder les enfants. Oh mon Dieu, nos propres enfants. Michael Jr. 15 ans et censé aller à Harvard, a parlé pour la première fois. Il ne m'a jamais touché, mais il disait des choses, me montrait des photos, disait que c'était normal, juste des trucs de mec, mais que je devais garder ça entre nous. La police est arrivée à ce moment-là. 4 officiers sont entrés dans le salon funéraire, les mains sur leurs armes. Quelqu'un les avait briefés sur la situation car ils sont allés directement vers Mike, le relevant de force.
Garrett s'est battu pendant 12 minutes, a dit Piper, assez fort pour que tout le monde entende. Je l'ai chronométré sur l'horloge de la cuisine à travers le trou de la serrure. 12 minutes de lutte dans l'eau. Même si nager était difficile pour lui, il s'est battu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, parce qu'il avait promis de me protéger. Mon frère n'était pas brisé. C'était un héros. Alors que la police lisait ses droits à Mike, Piper s'est approchée du cercueil de Garrett. Elle a placé la note à l'intérieur, à côté de sa main, celle qui avait tenu ce bouton même en se noyant. « Tu as réussi », lui a-t-elle murmuré. « Tu m'as sauvé. Tu nous as tous sauvés. » Elle s'est ensuite tournée pour faire face à la salle, du sang encore sur sa main, des larmes sur ses joues, mais se tenant plus droite que n'importe quel enfant de 7 ans ne devrait avoir à le faire. Mon frère était différent, pas brisé. Il a vu des choses que vous avez tous manquées. Il a protégé des gens que vous n'avez pas réussi à protéger. Il valait plus que vous tous qui pensiez que sa mort était une bénédiction. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous que celui qui était brisé, ce n'était pas lui. C'était vous tous, qui ne pouviez pas voir au-delà de la différence pour trouver l'extraordinaire. La police a arrêté Mike ce jour-là, devant tout le monde. Il ne s'est pas débattu ni n'a protesté, gardant juste la tête baissée alors qu'il le conduisait devant sa femme en sanglots et ses enfants traumatisés. L'enquête qui a suivi a révélé que tout ce que Piper avait dit était vrai, et plus encore. Le médecin légiste a trouvé de l'eau dans les poumons de Garrett, compatible avec une noyade forcée. Ses ongles contenaient l'ADN de Mike. Le motif des ecchymoses sur ses épaules correspondait à quelqu'un le maintenant sous l'eau par le dessus. Ils ont trouvé le carnet de Garrett exactement où Piper avait dit qu'il serait, niché dans sa boîte de collection de dinosaures entre un vélociraptor et un brachiosaure. 5 ans d'observations écrites de sa main soignée. Heure, date, incident spécifique. Oncle Mike a touché la jambe d'Amy 47 fois pendant le dîner de Noël. Oncle Mike est entré dans la chambre de Bethany à 2h17 du matin et y est resté 31 minutes. Oncle Mike a montré de mauvaises photos à Michael Jr. sur son téléphone pendant 12 minutes pendant que tante Shonda faisait les courses. Mon fils avait monté un dossier comme un détective, documentant des schémas que tout le monde refusait de voir. Mike a écopé de 25 ans de prison à perpétuité. Pendant le procès, 7 autres victimes se sont manifestées. Certaines de son cabinet d'avocats, d'autres de l'équipe de basketball de jeunes qui l'avait entraîné. On avait dit à chacune la même chose, personne ne les croirait face à un homme si respecté et si brillant. Mais ils ont cru les notes de Garrett. Ils ont cru au courage de Piper. Ils ont cru à la vérité qu'un garçon de 12 ans autiste avait vu, alors que toute une communauté l'avait manqué. 3 mois après les funérailles, je me tenais avec Piper sur la tombe de Garrett. Elle avait insisté pour apporter de nouvelles fleurs, des tournesols jaunes vifs, parce que Garrett avait mémorisé la suite de Fibonacci dans le motif de leurs graines. Elle a également apporté une copie plastifiée d'un article de journal où le procureur qualifiait Garrett de héros qui avait sauvé d'innombrables enfants grâce à sa documentation et son sacrifice. « Maman, dit Piper en arrangeant soigneusement les tournesols, pourquoi tout le monde pensait que le fait que Garrett soit différent signifiait qu'il était brisé. » Je me suis agenouillé à côté d'elle sur l'herbe, choisissant mes mots avec le même soin que Garrett utilisait pour choisir ses t-shirts de dinosaures. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, mon cœur. Le cerveau de Garrett fonctionnait différemment, mais cette différence lui permettait de voir des choses que les autres ne pouvaient pas. Il a remarqué les schémas d'oncle Mike parce que les schémas étaient sa façon de comprendre le monde. Ce qu'ils appelaient un déficit était en fait son super pouvoir. Comme la façon dont il savait toujours quand je faisais un mauvais rêve, avant même que je me réveille. Exactement comme ça. Et comment il pouvait dire qu'il allait pleuvoir par la façon dont la pression de l'air changeait. Et comment il a mémorisé tous les itinéraires de bus pour s'assurer que tu ne te perdes jamais. Mes parents avaient essayé de s'excuser, mais certaines blessures ne guérissent pas avec des « désolés ». Ils avaient choisi le confort plutôt que la vérité, leur idée de la normalité plutôt que la vie de leur petit-fils. Ma mère envoyait encore des lettres que je n'ouvrais pas. Mon père laissait des messages vocaux que j'effaçais. Ils avaient cru que Garrett était mieux mort que différent. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais quelque chose de beau avait grandi de cette horreur. Piper a commencé un journal comme celui de Garrett, non pas pour documenter des crimes, mais pour remarquer l'inaperçu. Elle a écrit sur le gamin qui déjeunait seul, le professeur qui semblait triste, le concierge qui fredonnait la même chanson que Garrett fredonnait. À 7 ans, elle avait appris à voir le monde à travers le regard de son frère. À trouver l'extraordinaire dans ce que les autres rejetaient. L'histoire de Garrett est devenue virale après le procès.
Pas comme une histoire inspirante sur un enfant handicapé, mais comme un signal d'alarme sur la façon dont la société ne parvient pas à protéger et à valoriser les esprits différents. 3 États ont adopté la loi Garrett, exigeant que les écoles prennent au sérieux les signalements d'abus par les enfants, quel que soit leur état de développement. Son carnet est devenu un outil de formation pour les procureurs, montrant comment une documentation détaillée provenant d'une source inattendue pouvait construire un dossier en béton. Le chalet au bord du lac a été vendu. Les biens de Mike ont été liquidés pour indemniser les victimes. Shonda Anda a déménagé à l'autre bout du pays avec ses enfants, qui ont tous commencé une thérapie. Michael Jr. m'a envoyé une lettre remerciant Garrett de l'avoir sauvé, lui et ses frères et sœurs, de traumatismes pires. Il est entré à Harvard par ses propres mérites, écrivant sa dissertation d'entrée sur la façon dont un cousin autiste lui a appris que les héros ne ressemblent pas toujours à ce que l'on attend. Rebecca, la fille de l'église mentionnée par Piper, est devenue une militante pour les survivants d'abus. Elle a souvent dit que la volonté de Garrett de se battre malgré ses limites physiques lui avait donné le courage de parler malgré ses limites émotionnelles. Pour ce qui aurait été le 13e anniversaire de Garrett, Piper et moi avons lâché 13 ballons sur sa tombe. Chacun portait un fait sur lui qui n'avait rien à voir avec l'autisme et tout à voir avec qui il était. Comment il aimait les dinosaures. Comment il faisait les meilleurs avions en papier. Comment il donnait les câlins les plus sincères. Comment il est mort comme il a vécu, en protégeant les autres avec tout ce qu'il avait. Le dernier ballon portait un message simple écrit de la main de Piper, « Différent ne veut pas dire brisé. Ça veut dire assez courageux pour être soi-même dans un monde qui veut que tu sois quelqu'un d'autre. » Garrett n'a jamais été brisé. Les brisés étaient ceux qui ne pouvaient pas voir sa valeur, qui mesuraient sa valeur par leur définition étroite de la normalité, qui pensaient que le monde serait meilleur sans des esprits comme le sien. Mais Garrett a vu ce qu'il ne pouvait pas voir. Il a sauvé ceux qu'il ne voulait pas sauver. Il a aimé de manière qu'il ne comprenait pas. Mon fils est mort en héros, non pas malgré ses différences, mais à cause d'elle. Il a remarqué des schémas que d'autres ont manqués, documenté une vérité que d'autres ont ignorée, et mené des batailles dont d'autres ne connaissaient même pas l'existence. Il a sauvé sa sœur et d'innombrables autres enfants avec ses observations, son courage et son refus de laisser, différent, signifier moins que. Le monde a besoin de plus de Garrett. Des enfants qui voient différemment, pensent différemment, aiment différemment. Parce que parfois, il faut un regard différent pour voir les dangers qui se cachent à la vue de tous. Parfois, il faut quelqu'un qui ne s'intègre pas pour se démarquer quand ça compte le plus. Garrett nous a appris que « briser » n'a rien à voir avec le fonctionnement de votre cerveau ou les mouvements de votre corps. Briser, c'est de voir quelqu'un de différent et de souhaiter qu'il n'existe pas. Briser, c'est de valoriser la normalité au détriment de l'exceptionnel. Briser, c'est de penser qu'un enfant qui mémorisait les motifs des constellations, faisait des oiseaux en papier pour des personnes âgées seules et se battait contre un homme adulte pour sauver sa sœur valait en quelque sorte moins que des enfants qui savaient attraper des balles et faire la conversation. Mon fils n'était pas brisé. Il était extraordinaire. Étage 12 minutes de lutte dans ce lac ont prouvé ce qu'une vie de chuchotements ignorants n'a jamais compris. Les enfants différents n'ont pas besoin d'être réparés. Ils ont besoin d'être vus, entendus, protégés et valorisés pour ce qu'ils sont. Parce que parfois, ce sont les seuls qui regardent assez attentivement pour nous sauver tous. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec d'autres qui ont besoin d'entendre que différent ne signifie pas moins que. Laissez un commentaire sur une personne dans votre vie qui voit le monde différemment et le rend meilleur grâce à cela. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent de regarder au-delà des apparences et de trouver l'extraordinaire dans l'inattendu. Rappelez-vous, les gens qui ne s'intègrent pas sont souvent ceux qui se démarquent quand ça compte le plus.